Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui. Alors. Comment vous appelez? Faire un partage de connaissances, sinon je vais faire un partage de connaissances. Oui, mais ça commence à faire cette il manque que la casquette. J'ai marché sur mes lunettes de vue. Et le temps de récupérer, je suis donc ça des soleil aussi de vue. Mais, comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup moins rapide. Voilà. Donc c'est ça que je vais faire. Donc je vais essayer de me contrôler à ce que je regarde pour pas vous infliger mes lunettes de soleil. Il est possible que je mette ces lunettes-là pour de temps en temps pour voir. Vous répondez, Serge, souhaites-tu nous accueillir comme il se doit? Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir à Saint-Martin-les-Carrières. Pour certaines, c'est la première fois, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, je vous souhaite un bon conseil à ce jour de Saint-Martin-les-Carrières et bon débat. Merci. Allez, nous avons quelques procurations. Donc, François Roth qui donne procuration à Dominique Barnéou, Karine Colissi qui donne procuration à Alain Sanchez, Marie-Jo Salvolévi qui donne procuration à Martin Faure avec 15 minutes de retard, Céline Glissant qui donne procuration à Bernard Barona, Gilles Pierre qui donne procuration à Camille, et Marcel Chaud qui donne procuration à Gilles Pluquet. Est-ce qu'il y a d'autres procurations? Allez, je propose de nous lancer directement parce que nous avons un certain nombre de délibérations. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire en l'occurrence pour faire le secrétariat? Non? Est-ce que tout le monde est d'accord pour commencer sur le secrétariat? L'assistance. Vous avez reçu le dernier compte rendu du Conseil communautaire qui s'est tenu le 25 mai dernier, vous avez lu. J'ai lu les remarques, les corrections. Ok. Concernant l'approbation de ce compte rendu, si vous avez contraire, l'abstention, merci. Allez, on va commencer la première délibération qui concerne le centre socio-culturel et la création d'emplois non permanents pour la croissance de l'activité du ministère pour l'église, social. Oui. Et puis ma compagnie. Donc, pour la délégation numéro 1, c'est dans le cadre de l'ouverture des mercredis en période scolaire de l'accueil des loisirs des prévères à Saint-Martin-les-Carrières. Donc, il est proposé de créer 2 postes temporaires du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024. Un poste à 100% équivalent temps plein au grade d'animateur territorial, responsabilité des mercredis en accueil de loisirs, encadrement des enfants en accueil de loisirs les mercredis et vacances scolaires et à l'accompagnement à la scolarité en période scolaire. Un poste à 90% équivalent temps plein au grade d'adjoint territorial d'animation, encadrement des enfants en accueil de loisirs les mercredis et vacances scolaires et à l'accompagnement à la scolarité en période scolaire. Ces postes viendront remplacer 2 postes de saisonniers présents sur les vacances scolaires. Michel? Non, c'est pour toi. Ah oui, sûrement. Non, mais c'est pour toi. Non, c'est prévu et c'est budgétisé. Parfait. Allez, y a-t-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Elle est la deuxième concentration au centre socio-culturel et la création d'emplois permanents. Oui, sur la délégation numéro 2, il est proposé de rendre permanent les postes temporaires créés à partir de 2022 visant à répondre aux besoins et à l'augmentation de l'accueil de loisirs Saint-Jean et de l'accompagnement à la scolarité. Ces 2 postes permanents, 80% équivalent temps plein au grade d'adjoint territorial d'animation, concernent l'encadrement en accueil de loisirs et l'accompagnement à la scolarité. Michel, pareil. Bon. Vous avez des questions?
concerne les générales, les trois suivants concernent les décisions indicatives du crédit. Et là, si j'aimerais bien que je ne l'ai pas appliqué, c'est très bien. Déjà que je vois pas les lettres, les chiffres. Donc, vous essayez bien. Alors, je viens ce soir. Oui, Alors, la numéro 3 concerne le budget général. Le premier pavé concerne la mise en place des crédits complémentaires pour le show, comment ça s'appelle, l'événement qui est eu pour l'école du bois à l'IS. Au départ, il était prévu que le financement se ferait exclusivement par la communauté de communes du Pays des Écrins. Depuis l'IS, la communauté de communes de l'IS et Serpent et la ville de l'IS apportent un complément de 11 000 euros. Donc on ajoute des crédits supplémentaires pour rendre l'événement un peu plus important et on fait aussi, on met en place les recettes qui proviennent de ces deux participants. La deuxième, ça concerne la mise en place, c'est la partie 2, ça concerne la mise en place de l'appurement de l'actif sur toutes les études et tous les équipements qui ont été faits dans les années antérieures et qui n'ont pas été fait l'objet d'un amortissement. Aujourd'hui, quand on a fait le point, on se rend compte qu'aujourd'hui, entre le trésorier et nous, il y a l'équivalent de 2,4 millions d'euros qui n'ont pas fait l'objet d'amortissement. Donc, qui seront certainement, avant la mise en place de la N57, remis dans la comptabilité. Alors, avec le trésorier, on a trouvé une méthode de pouvoir au fur et à mesure qu'on a les explications, de procéder aux écritures. Donc ça génère des crédits purement comptables pour pouvoir transférer ce qui était en attente vers les comptes en vue de leur amortissement. Donc on a pris 1 million d'euros sur une 2004. Au fur et à mesure, on va piocher dedans pour pouvoir faire les études. Je peux vous donner des exemples concrets. Toutes les études qui ont été réalisées et qui n'ont pas été suivies de réalisation de travaux. Donc elles sont toujours restées en études. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va les transférer probablement sur une enveloppe globale. Et on va les amortir à partir du 1er janvier 2024. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une délibération, parce qu'habituellement les études, quand elles ne sont pas suivies de travaux, on les amortit sur 5 ans. Et là, parce que le volume va être important, on va prendre une délibération particulière en fin décembre pour les amortir sur une période plus longue pour ne pas impacter de façon importante le budget. Et là, on est en provision, je dis bien 1 million d'euros, et qui peut être répartis sur 3 articles tels qu'ils sont décrits en 23.12 jusqu'au 23.4. Le travail qui est fait actuellement avec M. Baronne, je pense qu'il est de très grande qualité parce qu'il n'a pas seulement la fonction comptable, il a bien compris que tous ces éléments qui ne sont pas cohérents entre la trésorerie et nous, ce n'est pas forcément dû à la communauté de communes. C'est des deux côtés. Une partie chez nous, une partie sur la trésorerie. Et là, ils recherchent des solutions de telle manière à pouvoir faciliter leur intégration, à rendre les comptes les plus fiables possibles. Le troisième concerne le fait que l'année dernière, nous avons reçu de l'État le filet social, bon, on va l'appeler comme ça, par rapport à l'inflation. On nous a attribué 63 000 euros. Et on s'est rendu compte que nous ne sommes pas éligibles et on nous demande de rembourser. Je ne vous cache pas que nous le savions. Je vais être honnête, nous le savions. Oui, nous le savions. Mais c'est bien tenté. On a dit par honnêteté à la trésorerie, les critères ne sont pas éligibles. Et dans ces conditions-là, ce n'est pas nécessaire. Il a dit non, vous faites la demande. Et on a pris le pari que probablement, peut-être qu'à la fin, l'État mettrait une éponge pour nous, malheureusement, en nous demandant. Donc, on inscrit les crédits de remboursement et on les prend sur les crédits, c'est-à-dire qu'on a mis les crédits sur l'extension de la zone d'état du plané, puisque aujourd'hui la décision a été prise du mois en des étudiants.
on diminue les crédits du programme d'aménagement du Planet en vue de financer les 63 000 de remboursement du filet festival. Voilà ce qu'on pourrait dire sur cette première délibération. Je pense que le député général. Est-ce que tu peux nous faire les trois, comme ça on votera les autres? Oui, c'est les mêmes. On les a juste décomposés en 3 papiers pour la compréhension. Mais il y a une seule délibération. Alors la délibération numéro 4, c'est pour la lame. Alors pour la lame, aujourd'hui il a été inscrit, il n'a pas été inscrit les crédits de la mise en place des servitudes sur le terrain. Et là, on fait des régularisations avec pour payer les servitudes instaurées, et on prend les crédits puisque le budget du programme est excédentaire. Ça, on sera probablement sur les crédits qui existent déjà, qui sont pas utilisés. La numéro 5, c'est sur le transport. Pareil, c'est la mise en place de l'actif. Il y avait une subvention qui a été oubliée dans le cadre de la prise en compte dans la mise en place de l'actif. Aujourd'hui, on fait une régularisation pour 67 000 €. Alors, les fonds paraissent importants, mais ce sont purement des écritures comptables. Voilà ce qu'on pourrait dire sur les délibérations des DM. Je pense qu'on en aura un certain nombre encore, puisqu'on travaille de façon à être pratiquement, peut-être pas sur l'année 49 pour la fin de l'année, puisque l'année 57 n'approche pas l'année 49. On espère que pour la fin de l'année, on aura au moins sur les comptabilités qui sont financées par le budget général, complètement conforme à l'esprit de la comptabilité de la FFO. Ok, merci déjà. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes OK pour voter ces trois blocs? Ça ne vous dérange pas? Parfait. Donc sur ces trois délibérations de décision expressive des crédits, ici des avis contraires, des abstentions. Alors dans cet objectif de pureté des comptes, notamment dans les concepts, il convient aussi d'intégrer dans les actifs communaux les maîtrises d'ouvrage et qui ont été réalisées par la politique commune. C'est bien ça déjà? Voilà. Donc là, vous en avez de la délibération numéro 6, pardon, à la 17. Je vous propose aussi de les voter en bloc, puisque de toute façon, ce ne sont que des écritures comptables. Alors, pour les maires qui m'ont appelé paniqué juste avant le conseil, c'est l'intégration comptable. Hein. Voilà, chacun pourra payer le moment venu, pour ceux qui sont un petit peu angoissés à l'idée. Donc, je vais quand même vous donner les détails. Donc, la 6 concerne l'adduction d'eau potable, la 6 concerne la commune de la Mutuelle et l'adduction d'eau potable également de Puello. La 7 concerne la commune de Fressinière pour l'enfouissement du réseau HPA. La 8 concerne le champ de soleil Fressinière pour l'étude sur le Bourg-Forat. La 9 concerne l'Argentière ABC pour la remise des ouvrages relatifs à l'étude de liaison téléportée entre l'Argentière et Saint-Vincent. Ça fait presque 10 ans qu'on a fait, je pense. Voilà. La 10 concerne la remise des ouvrages relatifs à l'acquisition de la maison Foura et des études pour la commune de la Roche de Rame. La 11 concerne le PLU de Fressinière. La 12 concerne la future du pôle nordique de Fressinière. La 13 concerne la remise des ouvrages relatifs à la construction d'un cutter à la station de Saint-Vincent. C'est un important intervention, je pense. La 14 concerne encore Fressinière et l'extension et la réhabilitation du réseau d'adduction d'eau. La 15 concerne les servitudes d'usage sur le domaine skiable de l'Uspel. La 16 concerne toujours l'Uspel et la remise des ouvrages de la mise en place de la servitude d'usage sur le domaine de Louis, pardon, je vais pouvoir faire en deux fois. C'était à une époque où la commune était divisée en deux. Voilà. Et à 17 concerne encore Fressinière pour la mise en place des servitudes d'usage sur le domaine skiable. Avez-vous des questions? Je vais remercier le maire de Fressinière qui vit dans la ville. C'est la commune de Fressinière qui paye
Et vous, c'est plutôt réduction de crédit, c'est bien. Merci, monsieur le maire. On peut corriger ça. Oui, certainement. Non, non, mais c'est bien. Alors, Comme ça, les gens qui disent c'est des libérations. Alors, l'avantage que ça a aujourd'hui, de toute façon, comme l'a dit le président, ce sont principalement des écritures comptables, le transfert de la comptabilité de la fonction vers la comptabilité du coût. Dans la majorité des cas, il y a des écritures comptables. Vous allez pouvoir constater aussi chez vous, et peut-être certaines actions vont être éligibles au FCTVA. Voilà, dans ces écritures-là, sachant que les FCTVA, vous êtes éligible à partir du moment 5 ans après que vous avez, je crois 4 ans, 4 ans après que vous avez payé la facture que la communauté de communes a émise quand il s'agit d'un remboursement de votre part. Donc vous avez fait récupérer l'argent grâce à ça. Bah, notamment francilière. Oui, c'est vrai. Je sais quoi, il y a eu beaucoup de facile. On va corriger, réparer cette TVA, on a oublié le budget. Allez, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était bon, à part cette petite copie de... Moi, je m'intéresserais concernant la libération numéro 10, pas contre la communauté de communes, mais essentiellement contre la région, parce que en fait, c'était une demande de subvention qui n'a pas été prise en compte par la région. Et donc, en fait, les 41 millions de la 179 auraient dû être plutôt 19 euros. Donc, on va se retrouver à payer bien plus qu'il n'aurait dû. Et je suis profondément agacée de ça. Donc, je tenais à le signer. Ok. Mais du coup, tu vas m'obliger à faire toutes les délibérations une par une. Alors, tu t'abstiens sur la globalité. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Donc, sur la 7, y a-t-il des avis contraires? Sur la 6, excusez-moi, j'ai pris mieux, j'ai dit moi rien. Sur la 6, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Sur la 7, des avis contraires? Des abstentions? Merci. Sur la 8, des avis contraires? Des abstentions? Merci. Sur la 9, des avis contraires? Des abstentions? Merci. Sur la 10, des avis contraires? Des abstentions? Une abstention. Merci. 11, avis contraire? Abstention. 12, avis contraire? Abstention. C'est impressionnant pour ceux qui nous regardent. 13, avis contraire? Abstention. 14, avis contraire? Abstention. 15, avis contraire? Abstention. 16, avis contraire? Abstention. Et 17, avis contraire? Abstention. Merci. Allez, on va venir sur des choses plus intéressantes. La suite concerne la présentation du rapport annuel 2022 de gestion des déchets ménagers estimés. Et je pense que ça va être Alice et lui de Gazi, si nécessaire. Hein. Bah, l'essentiel, hein. On fait l'essentiel. Du coup, le rapport a été présenté dans la commission du 8 juin. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Qu'en 2022, on a 1866 tonnes de déchets ménagers, 2774 tonnes en déchetterie. Donc c'est plutôt stable, avec une augmentation en déchetterie et une petite baisse sur les OM. Voilà, après il n'y a rien de tout ce que les déclare, c'est à peu près ce qu'on vous a présenté dans les mairies, dans nos équipes d'optimisation, hein, il n'y a rien de nouveau. David, je ne sais pas si vous avez des questions plutôt sur l'exemple. Ah oui, c'était résumé. Oui, David, tu peux nous en dire un peu plus? Non, il n'y a pas. Je ne sais pas si vous voulez. En fait, il faut noter, c'est surtout l'augmentation des coûts de traitement des ordures ménagères que l'on n'utilise pas, notamment l'augmentation de la TGAP et du transport, bien sûr. Donc, il y avait une étude qui avait été faite au niveau départemental, mais qui n'a pas abouti concernant la maîtrise de la décharge de Montavon. Pour le reste, on est dans l'étude d'optimisation qui consiste à installer le plus possible de contenu intégré sur les 3 prochaines années pour optimiser les coûts de collecte.
c'est limpide. Non, mais après, on a tout présenté. Alors, globalement, est-ce que nous sommes meilleurs? Est-ce que nous nous Eh améliorons? ben, Est-ce sur que- les OL, on est meilleur, et sur les clonages de déchetterie, non. C'est pour ça que le fait de la réhabilitation de la déchetterie va permettre de faire plus de tri et de diminuer les encombrants, et du coup, on sera meilleur. Sur les colonnes aussi, les molocs et les propositions de prix, on espère aussi avoir des gains de coûts de fonctionnement de service. Voilà. Et le compostage qui va se développer encore plus pourra sûrement diminuer le flux d'OM. Enfin, les trois objectifs principaux. Après, en coût de service, ça se maintient, à part le coût du carburant. Sinon, les coûts sont les mêmes. Et voilà. Ce qu'elle dit David, c'est la TGAP et le coût de Véolia qui a remonté. Ok. Allez, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Là, Ouais, juste, moi j'étais surpris en regardant rapidement ce rapport que le verre a été restitué dans un monobloc. Et c'est transporté comment là-bas? en camion. C'est pas tout le temps dans Des fois, c'est en Ardèche. Des fois, c'est en Ardèche. Ça dépend du cours. Du coup, C'est pas très loin dans le Gard par rapport à d'autres. Parce qu'on Le petit aluminium va partout en Belgique, par exemple. Ah ouais. Voilà. Donc le Languedoc, c'est pas mal. Et c'est le faire en Espagne. Ah ouais. On a très peu de filières de recyclage en tout cas. C'est pour ça que le zéro déchet est bien. Ok. Allez, est-ce qu'il y a des questions? Allez, si vous avez du contraire, des abstentions, je vous remercie. Allez, présentation du rapport 2022 du service de collecte et de traitement des eaux usées. Donc pareil, on l'a présenté à la commission du juin. Le coût du service est pareil, se maintient. Le coût de la redevance est toujours la même depuis 2016, 17. Maintenant, le truc Covid, les règles Covid sont finies, du coup les bouts d'épuration, on peut les traiter comme avant, on n'a plus besoin de faire venir un camion spécial ou le camion de nettoyage spécial. Et sur après vous avez les relevés de toutes les stations d'épuration qu'on a au niveau des règles sanitaires, on va dire, voilà. Il y a tout va bien. On n'a absolument pas de problème. Alors de temps en temps vous voyez du jaune, mais voilà, c'est très ponctuel et ça ne signifie pas qu'il y a un problème dans la station, c'est vraiment soit un problème de relevé, soit momentanément parce qu'il y a eu beaucoup plus de monde sur une période définie. Mais voilà, généralement, dans l'ensemble, c'est tout bon. Voilà. David, si tu veux. Vous avez des questions, c'est très technique. Il y a du monde lors des dernières minutes sur le chat, tu sais. Valise, il y avait 400 personnes. 400 personnes? 400 personnes. La chance, c'est là, il n'y avait que moi. Ah, c'est pas mal. Déjà, la belle station J'étais absent ce d'épuration. jour-là, madame. Et sur les deux autres, non, pas beaucoup. C'est tout le monde, mais pas beaucoup. Non, 3 personnes. On a une vingtaine d'ouvrages d'épuration sur Quimplan. Le programme d'investissement est suivi comme prévu. Il y a encore quelques endroits à finir. Cette année, on a fait notamment Palon et Carrière. Et donc le plan continue pour assumer à 100% le tampon comme c'était prévu. Donc il n'y a pas de. Après, effectivement, il y a des programmes de réhabilitation des anciennes des stations anciennes, mais sinon, comme disait Alice, on est conforme sur toutes les stations. Après, quand on analyse, ça peut être ponctuel qu'elle ne soit pas bonne, mais ça s'explique. C'est sur l'année qu'on voit ça déconforme ou pas. Ok. Il peut y avoir des petits incidents. Et les prochaines stations, du coup, à faire, la prochaine, c'est Puyaillot. Enfin, la réhabilitation de Travaux, puis Puyaillot, puis Boucher. Il y a un gros morceau qui est le 3 aussi. Et après, pour nous. Ok. Non. Allez, des questions? Bon, vous avez du contraire sur cette délibération? Attention. Allez, c'est qui vous donne le relayer sur le suivant. Donc là concerne le lancement des travaux de protection du secteur des alluvions.
Donc le président propose de lancer des travaux concernant l'aménagement des berges de la Besse, issus de l'étude de danger réalisée en 2022. Donc, en amont du camping, 60 mètres linéaires d'arrangement libre. En amont du pont du camping, 50 mètres linéaires d'arrangement libre et 20 mètres linéaires d'arrangement bétonné. Le long du camping, 430 mètres linéaires d'arrangement libre avec élargissement du lit à 16 mètres. Aval du camping, 110 mètres linéaires de fascines et plantations d'arbustes avec un gazonnement. Et l'effection de la passerelle en amont du camping. Les travaux pourront se faire en 2 phases au vu des contraintes de temps et des impératifs piscicoles et écologiques. Le montant global estimatif des travaux est de 858 725 euros hors taxe. Merci. Des questions? Les avis contraires? Les abstentions? Même délibération, mais pour le confrontement de la digue de la rive droite, de la Durance, de la frontière. Donc voilà, vu le classement de la digue de la Durance par l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2014 en classe C par rapport à sa hauteur et au nombre de personnes protégées sur 1 km. Vu l'étude de danger réalisée par le RTM en 2021, vu les conclusions du commissaire enquêteur avec avis favorable, le président présente le projet de travaux sur cette digue classée en classe C. Donc, tronçon numéro 1, amont du pont de l'RD 443 sur 200 mètres linéaires, reprise des sabots et fondations de la digue en rive droite, avec vérification des qualités et reprise de celle-ci. Tronçon numéro 2, aval du pont de l'RD 443 sur 670 mètres linéaires, reprise des sabots et fondations de la digue en rive droite. Donc les travaux pourront se faire en 2 phases au vu des contraintes de temps et des impératifs piscicoles et écologiques. Le montant global estimatif des travaux est de 1 147 792 euros hors taxe. Des questions? C'est juste une interrogation, je n'ai pas le souvenir pour une déclaration pour aller financer le projet, mais c'est normal. Et par contre, on n'a pas les taux de subvention, tout ça, non? Tout. Vous avez les délibérations derrière, où il y a des demandes qui sont déjà engagées, certains sont obtenus. On va en parler au fur et à mesure de celles qui sont obtenues, de celles qui ont la. Et là, on fait aussi des compléments par rapport à ce que l'État, par rapport aux évolutions des dispositifs, notamment au fonds vert, que ce soit sur Fressinière, sur l'Argentière, on a demandé du fonds vert, et même sur l'Argentière, on a demandé de faire une demande du fonds Barnier, parce que derrière, il y a des protections des personnes. Voilà. Pour l'Argentière, sur la première partie, on a déjà eu la subvention de la DETR. Pour Fressinière, on a eu du Conseil général déjà obtenu. Et les autres, nous sommes en attente des subventions de ce qui vont être analysées et instruits pour 2023. Non, je n'avais pas l'habitude qu'on prenne une déclaration pour dire qu'on a lancé les taux. C'est des nouveautés, on essaie de surprendre. De toute façon, c'est les outils. J'ai fait évoluer pour l'Argentière? Non. Ouais. Non. Pour l'Argentière, ici, des avis contraires, des abstentions. Alors, Madame Meneau, vous avez le droit de la délibération corrigée sur votre bancaire, parce que tous les études dans le site que vous avez donné. Et ça, si vous voulez, vous avez fait les études tout à l'heure, vous pourrez faire tout à l'heure. Alors, je dois lire, j'arrive encore à m'en ouais, donc sur la délibération numéro 22, vu le classement de la digue en rive de la Durance par arrêté préfectoral du 21 juillet 2014, en classe C par rapport à sa hauteur et au nombre de personnes protégées sur 1 km, vu l'étude de danger réalisée par le RTL en 2022, le président présente le projet de travaux sur cette digue classée en classe C. Donc, tronçon numéro 1 du pont de la RT 433 sur 200 mètres linéaires, ensuite des sabots et fondations de la digue, en rive droite, avec vérification des qualités et reprise de celle-ci. Tronçon numéro 2, aval du pont de la RT 443 sur 670 mètres linéaires, reprise des sabots et fondations de la digue en rive droite. Les travaux pourront se faire en 2 phases au vu des contraintes de temps et des impératifs psycho-écologiques. Le montant global estimatif des travaux est de 1 147 792 euros hors taxe. Donc le président propose à l'Assemblée de solliciter une demande de subvention auprès du Fonds vert 2023 à hauteur de 40% selon le plan de financement suivant. Donc Fonds Barnier, 30%,
344 337,75 euros. Département, 10% déjà obtenu, 114 779,25 euros. Fond-vert, 40%, 459 116,80 euros. Autofinancement, 20%, 229 558,20 euros. Total, 1 147 792 euros. Oui, parce que Ils sont là. tu l'as sur la. Ils sont là. Oui, pardon pour ce Avec inversé entre le fond marnier et le fond vert. C'est ça. Allez, du coup, ça répond à la question. Oui, oui. Ok. Une question? Vous êtes contraire, des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne. Donc je suis sur la peine. Alors, c'est 22, 23, on peut faire 22, 23. 22, 23. Ou contre. Abstention. En sachant que je pense qu'on a deux les mêmes 22, 23. Parce que c'est les mêmes thématiques, mais c'est le même plan de financement. Je peux vous la répéter, mais pas. Non, non. Allez, la matière concerne l'approbation des conclusions du commissaire enquêteur suite à l'enquête publique préalable à la demande d'autorisation environnementale pour le projet de réalisation des travaux de confortement de la digue rive droite de la Violence. Vous l'avez lu? Ok, il est favorable. Donc, comment de valider. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes contraire? Des abstentions? Merci. La matière concerne le groupement de commandes avec la communauté de communes du Liège-Croix-Ferrat concernant les prestations de transport et de traitement des déchets. Du coup, on l'a déjà fait, donc c'est pour la deuxième fois. On vous propose de faire un groupement de commande avec le BS3 pour tous les marchés de transport et traitement des déchets hors ordre ménagère, qui est valable 3 ans afin de pouvoir être un peu plus fort. Donc là, il faut le refaire parce que c'est sur 3 ans et si on vient au terme. Et pour ça, il faut créer une commission d'appel d'offres spécifique avec un nombre titulaire et suppléant issu de la commission d'appel d'offres de la communauté de communes du Pays des Écrans. Qui est membre déjà? Je pense que le corps ça fait qui est membre de la CAO. Alors, c'est ça. Moi, je suis suppléant. Il est super, hein? Elle est titulaire. Moi, je suis titulaire. Après, je suis suppléant. Moi, je peux pas être À la commission d'appel? Non, mais, tu sais, il y avait eu le cas pour la commission d'appel d'offres de la SPL. Une titulaire. Soit titulaire, et un titulaire qui peut être un suppléant. Après, au vu des discussions, c'est vrai qu'il préfère y aller pour être sûr de savoir ce qu'il dit avec le guest préféré pour y aller. Suppléant ou suppléant de la commission d'appel d'offres. Donc, Martin, il peut très bien y aller. Oui, mais comme suppléant. Oui, il y a les suppléants. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, de toute façon, c'était pas un titulaire. Donc, les titulaires, il y en a Non, un mais titulaire. s'il y en a qui veulent aller pour voir comment ça reste, allez-y. Non. Je fais confiance. Ah oui. Ok. Non, moi, je veux bien le suppléant, qu'on soit clair, mais. Et moi, j'aimerais que ce suppléant. Voilà. Non, Non, j'aimerais que ce suppléant. Et titulaire? Allez, si je veux titulaire? Oui, mais. Non, mais c'est oui. C'est oui, mais c'est oui ou non? Oui, je veux bien, mais je le dis que si quelqu'un veut savoir comment ça se passe. Quelqu'un d'autre veut faire Merci. Alors, en titulaire à liste et en suppléant à table, et puis de lancer évidemment le groupement courant qui est quand même la même de l'immigration. Titulaire? Non, alors, c'est pas du tout pour être un membre de la commission. C'est simplement une petite remarque. Est-ce qu'il a été mis sur la table la possibilité d'étudier, ne serait-ce que d'étudier, le transport en régie? Pas du tout. On en a parlé. Est-ce que c'est pas quelque chose qui, à mon avis, devrait être Alors, c'est un sujet qui tourne, mais qui n'a pas été étudié. à un niveau professionnel, mais je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des situations de monopole qui existent de fait de plus en plus. Et je pense qu'on a trop tendance à écarter cette possibilité-là.
Et je pense que ne serait-ce que de le regarder, ça pourrait être intéressant. C'est pour un marché de combien? Pardon, Non, je veux juste répondre. Non, on a passé le marché sur les OMR, pas sur cela. Ça, c'est pas les OMR, c'est tout le reste, en gros. Vu l'explosion du cours, on avait rendu un fructueux marché, il y avait une autre, je regarde, pour citer. Et j'avais évoqué le fait qu'on pouvait regarder, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est les semis avec les semis qui sont faits transfert. Le fonds mouvant. Voilà, fonds mouvant. Et bon, ça avait été approché, mais j'irai assez loin, il pourrait peut-être confirmer, mais bon, les premières, c'était assez compliqué de se positionner, et peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire, mais là, il faudrait peut-être se couper avec, moi je dirais peut-être avec le Briançonnet, pour le dire très clairement. Je pense que là, peut-être qu'il y aurait quelque chose, mais à notre niveau, c'était pas simple, au vu de la fluctuation qu'il y avait du nombre de veines avec les périodes de pic. On en a parlé, mais on n'a pas étudié, et pour info, la communauté de communes de veine, il y a un autre nom. Ils le font de transport, mais eux, ils sont un peu plus proches des centres, ce qui fait que le niveau, c'est très rentable. Mais voilà. Je pense qu'en Michel est intéressant, c'est que l'explosion des coûts. Alors, on se rend compte que certainement, à un moment, on faisait étendre les égouts d'épuration par une zone analysée. On s'est dit qu'on compte que l'achat de la méthode coûtait extrêmement moins cher que de faire la prestation. Non, mais... Donc, c'est pas complètement les jours. Après, il y a des gros investissements. Ça peut être aussi que la veine qui est acquisition et la prestation du tracteur, c'est-à-dire dans l'entreprise locale. On va dans les OK, on prend rien ça. Il y a de la location aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se rappeler que le contexte d'il y a 2 ans, c'est pas celui d'aujourd'hui. La loi, on s'était renseigné sur les camions de collecte, et en fait, tout le monde a attendu au même moment, donc du coup, le coût de location est... C'est un peu comme les châssis. Sauf que pour les tracteurs, on est sur un autre sujet. Ok, mais on va rien ça. Ça va. Allez, bon, nonobstant cette proposition, pour le moment, vous m'avez dit, on a des démarches. Y a-t-il d'autres questions? Les autres du contraire? Des abstentions? Merci. Allez, la 26, elle est la course de la Jacques, je pense. Signature du contrat notifiant la loi avec la région de Provence à Côte d'Azur. Est-ce que Jacques? Donc c'est pas moi. C'est pas moi. C'est vrai, c'est pas moi, mais je vais faire Alors, délibération 26, signature du contrat de territoire d'abord avec la région Sud-Provence à Côte d'Azur. Donc en fait, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET, que vous connaissez tous, région Provence-Côte d'Azur, adopté par la délibération numéro 19-350 du 26 juin 2019 du Conseil régional et approuvé par arrêté préfectoral du 15 octobre 2019, propose une stratégie régionale pour l'aménagement durable du territoire à moyen et à long terme 2030-2050. Depuis 2017, la lutte contre le changement climatique est au cœur de toutes les politiques publiques de région Provence-Côte d'Azur. Dans la continuité, une nouvelle étape s'est amorcée en 2021 avec l'adoption du plan climat, gardant une cote d'avance, qui s'articule autour de 6 axes: air, terre, mer, énergie, déchets et chez vous au quotidien. La délibération numéro 22, 5 du 25 février 2022 du Conseil régional a défini les principes et les modalités de la nouvelle politique contractuelle en direction des intercommunalités appelées le territoire d'abord. En articulant les besoins identifiés localement avec les priorités régionales et conclus pour une durée de 5 ans, les contrats comportent une clause de revoyure. Ils constituent les déclinaisons opérationnelles des axes de la délibération du plan climat, gardant une cote d'avance, comme on vient de voir précédemment, eux-mêmes s'inscrivant dans les orientations du STRADEL et précisant certains objectifs de schéma. En tant que contrat intégrateur, ils ont pour vocation de décliner des politiques régionales à l'échelle des territoires en lien avec d'autres démarches stratégiques régionales, telles que le contrat de parc, les contrats de mobilité et les contrats d'objectifs déchets. À travers le contrat de nos territoires d'abord, la région entend accompagner les territoires dans la stratégie d'aménagement et de développement et organiser au mieux la rencontre des priorités locales et régionales. Cette nouvelle génération de contrats doit permettre de mieux articuler les politiques régionales, de leur donner plus de lisibilité en les mobilisant sur des opérations structurantes et de renforcer ainsi les effets leviers de l'intervention régionale.
Donc en fait, j'espère que vous avez tout compris. Et concernant la communauté de communautés, les écoles de territoire s'engagent dans le contrat Nos territoires d'abord, correspondant au périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural du Briançonnais, des écrans et du stockage. Les opérations de chaque communauté des communes sont détaillées dans l'annexe, que vous pouvez lire après. Ah, je peux y aller. Non, je ne vais pas tout le faire, mais... C'est une grosse fête, C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Allez, c'était rapide, Jacques, merci. Non, c'était pas très limpide, parce que c'était pas à moi à la présenter, donc je l'avais pas, si tu veux, intégré. Mais j'espère que vous l'avez assimilé. Allez, tous les conseils. Des questions, pardon. Est-il des avis contraires ou des abstentions? Merci beaucoup. Allez, la matière concerne le bail de location au bureau infirmier de la maison de santé. Je vais juste faire tu nous dis pas tout ça. Le président a exposé à l'Assemblée la demande de dénomination des infirmières Madame Chat, Henry et Madame McFarland au bureau numéro 4 infirmier d'une superficie de 25 m² 13 au bureau numéro 1, rez-de-chaussée de la santé Paul Giron. Donc l'occupation du local devrait être uniquement destinée à la pratique d'une profession dans le domaine du médical. Donc le président propose à l'Assemblée de signer un nouveau bail professionnel avec Madame McFarland et Madame Chat pour acter le déménagement ou d'avenanter une nouvelle fois le bail en cours. Donc je vois, je lis tous. Non, c'est juste elle passe juste d'en haut en bas. Et puis Voilà. Vous avez des questions? Merci. Les avis contraires, des abstentions? Merci. Elle a ensuite concerne la convention relative à la délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage du parc national à l'écrin à la communauté de communes du des écrins pour les travaux de restauration du sentier du Fournel. Tu peux, sans faire la vie, tu nous en dire un peu plus, tu connais un peu le sujet? Oui, c'est le sentier du Fournel, c'est le GR54, et en fin de compte, le GR54A, la partie A, et c'est le parc qui doit faire normalement la maîtrise d'ouvrage par rapport à la convention qu'on a signée avec le parc. Ah oui, c'est dans le cadre de la convention avec le parc. Et donc c'est pour ça, c'est simplement pour la délégation temporaire de la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Allez, des questions? Des avis contraires, des abstentions? Merci. Allez, Serge, l'école du bois, c'est pour toi, on a compris la trempe. Donc c'est une convention multipartie, c'est pour les premières rencontres de la Haute École du Bois et de la Forêt. Donc la Haute École du Bois et de la Forêt est en projet dans le département des Hautes-Alpes afin de préfigurer de son ouverture et d'initier une réflexion plus globale. Tu me fais la 30, il y a la 29 à ça. C'est la 29, ça. Ah ben excuse-moi, j'en ai sauté une, ça arrive. De délibération. Il y en a qui suivent, on va le dire. C'est enregistré. Non, j'ai coupé le micro. Pas de sang. Combien? 158. 158. On va y arriver, hein? Non. Donc, revenant au numéro 1, marché études de programmation en vue de la construction d'une haute école du bois et de la forêt sur la commune d'Argentière-la-Dessée, site des anciennes FAP. Donc, l'école polytechnique de Turin réalise depuis avril 2022 l'étude de programmation de la haute école du bois et de la forêt sur le site des anciennes fonderies et aciéries de Provence, AFP, pour le compte de la communauté commune Puy des Écrins. L'étude de programmation prévoyait la réalisation de plusieurs tranches, à savoir programmation technique et détaillée, étude de faisabilité, programmation architecturale, étude esquisse, et avant-projet détaillé. L'avenant retire de l'exécution des missions de la réalisation des études techniques de l'ensemble des phases pour ne conserver que l'aspect architectural. L'étude de programmation ne prévoyait pas la réalisation d'une évaluation patrimoniale
et paysagère du site, rendu obligatoire par l'architecte des bâtiments de France, ADF, sachant que le site se trouve dans le périmètre de 3 monuments historiques classés, Chapelle et Château Saint-Jean, Maison Géraud. L'avenant ajoute à l'exécution de mission la réalisation d'une étude patrimoniale et paysagère. Le président propose donc à l'Assemblée de signer un avenant numéro 1 faisant diminuer la valeur du marché initial de 7%, soit moins 12 000 euros TTC, moins 10 000 euros hors taxe. C'est rare qu'on fasse des migrations avec des moins-values. Alors, pour ceux qui Oui, mais il y aura là-dessus. je tiens à signaler que sur ce projet, on se débrouille assez bien pour avoir beaucoup de moyens. Y a-t-il des questions? Vous avez le contraire, l'abstention. C'est bon, tu peux faire la fin. Merci. Alors, allez, où est-ce qu'on est? Dans 60. C'est un mec qui fera la 31 qui nous fait une différente surprise. Mais tu l'avais tout à l'heure, je l'ai vu. Merci, tu m'aurais pas distrait. J'ai dû le laisser faire la 30 avant la Convention d'Orléans. Numéro 30. Donc, convention multipartie, première rencontre de la Haute École du Bois et de la Forêt. Donc, la Haute École du Bois et de la Forêt est un projet dans le département des Hautes-Alpes afin de préfigurer de son ouverture et d'initier une réflexion plus globale sur la manière d'habiter des Alpes de Maine. Les collectivités membres du projet ont décidé d'organiser un événement proposant de réinterroger la nature des relations que nous souhaitons tisser avec la forêt et le bois pour mettre à l'épreuve nos visions d'avenir. Les premières rencontres de la Haute École du Bois et de la Forêt. Le président rappelle à l'Assemblée que les communautés de communes de Serponçon et Guillès-Roquera ainsi que la ville de Guillès sont partenaires du Pays des Écrins à l'organisation de cet événement. Afin de prévoir les modalités de ces rencontres et la participation financière de chacun des membres, le président propose de signer une convention multipartie. Merci Serge. Des questions? Il y a dit quoi cette convention entre nous? Alors, convention. Florian, tu peux nous dire ce que dit la convention? En 2 mots, elle précise les moyens logistiques sont mis en œuvre sur le projet, la participation de chacune des collectivités qui ont été mentionnées, donc la participation financière en fonction des moyens logistiques dédiés donc à l'événement, donc l'accueil et l'hébergement d'étudiants et d'intervenants sur le territoire, transport aussi sur le territoire, et on a aussi différentes conférences, donc en journée et le soir, donc il y a aussi cette partie organisationnelle. Ok, merci. Peut-être, peut-on rappeler la réunion du 6, il me semble? Il y a une réunion sur la Haute École du Bois, sur l'avancement Oui, de... en fait, ça faisait un petit peu écho à la délibération du jour 29. Donc, vous aurez une restitution de l'étude de programmation qui est ici il y a un an. Donc, les architectes étant l'école polytechnique de Turin vont présenter l'état d'avancement de l'étude architecturale. Celle-ci doit prendre fin donc, fin de l'été, donc, ce qui nous laissera le temps de rebondir sur vos avis, remarques, commentaires, interrogations. Je crois qu'on commence fortement à insister parce que c'est extrêmement intéressant pour la discussion. Le coût pour la CCPE, c'est 7 000 euros, c'est ça? Sur les 10 sur les frais logistiques, 7 000 CCPE, 5 000 CCSP, 5 000 CCVQ et 1 000 IS. 1000 IS, parce que c'est autre chose que la commune. Tout à fait, ouais. Parce qu'en fait, la base de vie, elle se situe à IS, donc ils ont complété en plus de la com, sachant que les étudiants logeront et travailleront sur l'IS. Après, il y aura des déplacements prévus sur le territoire du Pays des Écrins et sur le territoire de Serponçon, des visites d'entreprises notamment. Mais sinon, à la base, des conférences le soir et le midi aussi en lien avec l'IS. Donc, d'où la participation de la ville de l'IS. Ok. D'autres questions? Oui. Bon, pour moi, je suis heureux que c'est le démarrage d'un joli projet. Hein. C'est une quarantaine d'étudiants qui vont venir sur le territoire, viennent de l'Europe, de France.
En candidature, il y avait eu plus d'une centaine de candidats, si je me trompe, qui étaient prêts à venir faire ce stage. Donc c'est, voilà, je pense que c'est les premiers, on va dire, les premiers, pas les premiers aglos, les premiers éléments de cette école, de haute école du bois. Et je suis très confiant sur ce projet. Merci Serge. Les filles, vous avez dit le contraire. Abstention. Merci. Elle est la dernière concernant l'attribution du marché pour la réflexion de l'économie. Qui veut la faire? Une petite modification suite à la commission d'appel d'offres d'hier pour. Une petite modification suite à la commission d'appel d'offres d'hier. Tu l'as fait ça? Oui, tu veux la faire, ce moment? Donc, suite à l'appel d'offres, la commission d'appel d'offres que l'on a eu hier, il fallait, sur le lot 8, électricité, on a revu les chiffres, ils sont à la baisse. Enfin, ils sont à la baisse, ils sont toujours un peu plus hauts que ce qu'on avait estimé, mais ils sont à la baisse par rapport à la première estimation. Donc, sur le lot 8, électricité courant faible, l'entreprise Sénélec était retenue pour un montant de 40 000 € hors taxe. Donc on a décidé mardi, donc Oui, on oui. donc à la délibération, si vous êtes OK. Oui, c'est on l'a fait mardi, du coup, vous soyez d'accord pour rajouter. Je pense. Tout le monde est d'accord? Sinon, on ne les voit pas. Et après, tous les autres lots, Ouais. Tous les autres jours, vous avez les détails avec les montants, je sais des questions à faire plaisir. Donc voilà. Et vous avez des questions? Juste, les travaux, ils se réclament et du coup, il faut déplacer l'école de musique à un moment, c'est ça? Ouais, alors ils sont en train de déménager l'école de musique, là, l'école de basket déménagée, l'école de musique en soi déménage, et le dévermontage commence la 3e semaine de juillet. Et je pense qu'à au mois de décembre, ce sera comme Et du coup, les cours de musique auront lieu où? ils vont se disperser de l'hiver. Oui. Ils vont se faire sur plusieurs endroits. Il y aurait des cours au centre social, dans 2 salles. Il y aurait des cours, il me semble, au château. Il y aura une demande qui a été vue pour les écoles éditionnées. Donc principalement sur les 3 salles, il y a de quoi assurer. Et les cours de la formation musicale et l'instrumentation sur les 2 salles qui sont prédestinés sur le classement. Mais il n'y aurait pas d'absence de cours. D'accord. Et est-ce qu'on a trouvé un prof de cette chose? Je ne sais pas, je sais que on m'a parlé d'une difficulté avec le nouveau prof de piano, je crois. Le piano est un instrument un petit peu particulier où les gens sont souvent attachés à leur prof. Jusqu'à maintenant, c'était Gilles, ancien directeur de l'école, qui assumait ces cours-là. Donc là, ça reprend petit à petit, c'est pas tout à fait des mauvais moments, c'est que c'est simplement assez différent, donc il faut que les gens se réhabituent. Mais j'ai pas connaissance du problème du. Parce que quand, comment il s'appelle, Julien, je ne sais pas son nom de famille, est parti à démissionner, du coup, depuis, il n'y a plus de cours de saxophone, il n'y a que les cours de clarinette. Et de flûte. Non, mais c'était pas lui qui le donnait. Voilà. Et donc, il manque un professeur de saxo. C'est pas au courant. Mais je ne sais pas très bien, mais je peux répéter et je serai volontaire. Non, je sais que le se compose bien avec le directeur, apparemment. Il y a une bonne dynamique. En tout cas, franchement, félicitations à l'école de musique et à l'équipe de pédagogie parce que le spectacle, le concert proposé en fin d'année, la dynamique qui met, c'est vraiment bien. Donc, je vais être fière de l'école de musique et de l'équipe. Bon recrutement. Ok. Allez, sur cette ligne, les filles des avis contraires, les abstentions. Merci. Allez, je vais vous
parler de 2 points. On peut parler de ce qui s'est passé cet après-midi. Donc à l'initiative de la sous-préfète, nous nous sommes retrouvés à la CARD, si vous avez depuis un certain temps, voire un certain, nous tournons, on va dire en rond, mais quand même nous tournons autour du sujet. Nous sommes, on peut le dire, ressortis avec un consensus, sachant que les présents sur la table, évidemment, l'année de la Louis, le plus connu, le Parc national, l'OLF, RTL, et l'idée étant de faire les choses en plusieurs étapes comme un cas. La première, qui représente une urgence, c'est de pouvoir réaliser cette passerelle d'accès au glacier blanc. Parce que la passerelle actuelle est un réel danger en cas de crue, sachant que les gens qui peuvent être pris au piège par l'emportement de la passerelle sont quand même en difficulté. Ce projet, on l'avait déjà validé ici, en accord avec la commune de la Liste à jour, et puis au dernier moment, les choses ont pu se faire. Donc tout le monde était très enthousiaste au principe de pouvoir relancer ce projet. Je rappelle que c'est une équipe d'ouvrage de la commune, sur le sentier d'activité de glacier blanc, et c'est une compétence communautaire. Le deuxième concerne le chalet refuge. Donc tout le monde s'est accordé pour tenter de maintenir, malgré les conditions, ce chalet. Il n'y a pas d'urgence à le protéger, mais que nous devons envisager une protection rapprochée de ce chalet. Pas du site de manière globale, mais du chalet, qui sert effectivement à quelques sites, mais de l'état qui sert quand même de refuge pour des gens qui ne sont parfois dans ce secteur, c'est une relation en difficulté, le retour sur la pluie, etc. Donc il y a une vraie utilité qui n'est pas que petite. Enfin, qui n'est pas que destinée. L'autre concerne plus globalement le gros sujet de l'accès au canal froid. Donc il a été convenu que l'accès devait être limité en période de pic, c'est-à-dire globalement juillet pour travailler là qui peut être rien, et que donc il conviendrait de mettre des navettes à cette période-là. Les dates ne sont pas calées, mais en tout cas le principe est acté, qui engendrerait une limitation, une réduction du parking sur place, parce que le besoin ne serait pas le même, et puis de trouver des solutions pour pouvoir stationner les voitures plus bas, froides, vérifier avec vous, pied de station, et d'accompagner ensuite par navette ou de valoriser des moyens d'accès tels que le vélo électrique, tels que d'autres équipements. Donc sachant que nous on avait convenu une étude qui était quasiment prête avec des options, donc on va se remettre dessus pour essayer d'arriver avec des solutions début octobre, qui est la prochaine réunion concernant le sujet. Voilà. Est-ce que j'ai été complet? Voilà, parfait. Des questions? Oui. Il y a un chat. Il y a un chat. Il y a un chien aussi. Hein. On fait là dans 2 minutes. C'est comme une préparation. Il y en a un qui va partir avec la chaise. La durée de vie du chat. Allez, Serge, je vais vous dire quelque chose. Donc, je suis très sceptique par rapport au choix du sentier côté de moi. C'est un dossier que je suis depuis le départ. Je pense que dans le cas où ça ne résistera pas, vous pouvez aux avalanches et aux chutes de bloc. Donc, je vous le dis, moi, là-dessus, je suis très sceptique par rapport au sentier en André. En l'état, le côté gauche, de toute façon, il est beaucoup plus dangereux, avec beaucoup plus de zones d'éboulis, beaucoup plus une cascade qui est la descente du glacier blanc, qui, de toute façon, pour l'instant, ne permet pas un aménagement pour accueillir suffisamment de passages. Ça semble vraiment très dangereux. Il y a l'ancien, là, il y a le site. Pour les guides, le sentier est un pour les guides, qui devrait forcément être aménagé, mais et puis moi, ma grande crainte après, c'est de dire, si on fait quelque chose à gauche, on ne fait plus rien à droite, et à droite, il y a encore une activité économique. De ce qu'on a compris des services sous la pluie,
nous donnait comme info tous les services de l'État aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un caractère non plus d'urgence ultime. On est encore peut-être sur 20, 30, 50 ans. Donc je pense que tant qu'on est encore sur les 20, 30, 50 ans, il faut essayer de faire en sorte que l'activité économique et que l'activité qui est la lienne du territoire continue de fonctionner. Je suis d'accord avec toi. Je reviens, je pense que si les anciens n'ont pas privilégié ce cheminement-là, c'est qu'il y avait des raisons. Voilà. Aujourd'hui, nous, on va à contresens de ce qu'il y a pu faire. Ok, merci Serge pour cette avis. Allez, y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Non, c'est bon. De toute façon, On suit, on est content. continue à travailler. On suit sans Donc, autre question pour ceux qui étaient présents au pré-conseil, on a évoqué le cas de Tonga, je vais vous faire un retour. Donc, j'ai fini par avoir on a échangé longtemps au téléphone. Donc je lui dis qu'ici l'avis était plus tranché, était plus divisé. En tout cas, dans la réunion que fait appel dans le DF3. Donc lui est en attente un peu de notre position et se propose qu'on puisse se rencontrer si nos avis divergent. Donc, pour mémoire, je ne sais pas si je refais tout dérouler pour ceux qui n'étaient pas là, oui, je sens donc, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons un syndicat mixte qui s'appelle le Spitonga avec le ministre Akira, qui avait comme base, comme utilité, si vous voulez, au départ, c'était la gestion de nos décharges communes sur l'IS3. Ensuite, cette décharge a été voilà, a été Martin, je veux dire. Non, mais la décharge. Non, mais juste le terme en fait pour la réhabilitation et la surveillance. C'est surtout la surveillance, une surveillance de 30 ans et suivre derrière la réhabilitation. Donc, on a réhabilité la décharge qui était en fin de vie il y a un certain nombre d'années. Décharge en fin de vie. Oui. Et donc on avait à ce moment-là décidé de maintenir le syndicat, qui a été expliqué qu'il fallait qu'on garde le syndicat pour gérer 30 ans de surveillance de cette décharge. Plutôt que de laisser un syndicat creux, on avait laissé dans le syndicat le traitement des déchets ménagers qu'on connaît. Aujourd'hui, en début d'année, en fin d'année dernière, l'État nous a rappelé que la division de la compétence qu'on avait, c'est-à-dire que les syndicats qui s'occupaient eux des déchets ménagers, ne pouvaient pas perdurer parce que c'était ou toute la compétence ou rien. Donc une étude a été faite au Spitonga pour essayer de balayer l'ensemble des scénarios possibles qui vont de la dissolution du syndicat à la prise complète de la compétence, y compris la collecte, la nouvelle, etc. Puis entre les deux, dans l'ensemble de ce qui a été envisagé, ça a été réussi. Donc ensuite, deux scénarios ont été privilégiés, qui étaient le maintien du syndicat et le transfert de la compétence de traitement de l'ensemble des déchets, y compris les déchets issus de déchetterie, tous les déchets spécifiques. Et l'autre était de dire la suppression et la dissolution du syndicat, chacun reprenant ses lignes entre guillemets, et les deux collectivités continuant à travailler, tel qu'on vient de délibérer d'ailleurs, sur une convention de groupement commande sur le traitement. Voilà. Donc les échanges déjà
ont été un peu nourris. On n'était pas même dans cette perspective, hein. C'est le rappel de la préfecture qui nous a mis dans cette perspective, et une petite analyse qui a été présentée la dernière fois sur les évolutions des coûts dans les deux scénarios et les évolutions qui ont été étudiées, en tout cas qui ont été mises noir sur blanc par nos services de la famille d'Espoir et des le ministre en réunion du bureau des maires s'est prononcé pour un maintien au syndicat. On en a discuté la dernière fois, c'était relativement séparé, entre ceux qui ne se sentaient pas des points de décision un peu abrupts par rapport à ce que je leur avais proposé la semaine dernière, ou la semaine dernière, et puis ceux qui sont comme moi d'avis de Gissour, et ceux qui sont plutôt comme Alice ou Martin, qui sont plutôt d'avis de le conserver. Voilà. Donc la discussion avec Dominique Moulin, je suis un petit peu embêté parce que moi je suis pour une dissolution, mais mes maires en deux mots, mes maires sont plutôt pour un maintien, mais il a dit qu'on ne sera pas bloquant, donc on attend un peu votre retour, savoir quelle est votre position majoritaire, et si elle est divergente, il se propose qu'on se rencontre assez rapidement pour définir la stratégie à suivre. Voilà. Si j'ai bien résumé les choses, pour ceux qui étaient là, je pense que c'est clair, pour ceux qui n'étaient pas là, je sais que c'est clair aussi. Donc voilà, il serait bien un peu ce soir, pour ceux qui étaient un petit peu indécis la dernière fois, on ressorte avec une position plus claire, et qu'on puisse, même si elle ne sera pas définitive, mais que soit elle est majoritairement pour le maintien, et à ce moment-là, il n'y a pas de sujet, on travaille sur le maintien du syndicat, soit elle est plutôt vers la dissolution, à ce moment-là, on se rencontre avec une délégation qu'on constituera avec le ministre pour se rencontrer assez vite dans les 15 jours qui viennent. Voilà. Oui, je voulais juste dire que faut vraiment qu'on décide parce que le personnel c'est dur humainement et voilà, c'est vraiment très dur pour eux en ce moment, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Normalement, on doit embaucher de nouvelles personnes, du coup, on attend qu'on ne sait pas. Du coup, les actions sont pas faites. Et voilà, c'est très compliqué. J'ai amené aussi le programme local de prévention des déchets café pour tout ça. Voilà, j'en ai mis dans la boîte aux lettres des maires, comme ça, mais il y en a deux qui peuvent faire pour voir un peu participer. Voilà, après, pour avoir la discussion, n'hésite pas. Avec qui a envie de prendre la parole ou une question pour alimenter le débat? Ensuite, à la réunion, et notamment au pré-conseil, donc pas tout compris. Donc au niveau de l'explication, parce que je ne connais pas à fond comme certains ici, notamment le sous-standard, mais j'ai trois remarques. La première, je me base quand même sur la synthèse et l'étude qui a été faite par nos services techniques, qui en fait sur les trois scénarios, indique le scénario aussi qu'aujourd'hui on devenait en rupture avec le Sud-Tonga ferait une économie de 30 000 € par rapport à la situation actuelle. Donc, bien évidemment, on va me dire que dans les autres scénarios, on n'a peut-être pas tout compris, etc. Mais je pense que si on a continué dans le scénario 3, on n'a pas fini non plus dans le scénario 1 et 2. La deuxième remarque que je voudrais vous faire part, c'est qu'il y a, ce qui concerne ce Sud-Tonga, il y a 10 membres. Donc 6 sont pour le Diaspora et notamment 4 pour le pays des écrins. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, concrètement, c'est que toutes les décisions qui peuvent être prises seront, de toute façon, nous on n'aura pas notre mot à dire, puisqu'on n'est que 4 et notamment on n'a pas de majorité. Et la troisième chose aussi que je voudrais remarquer, c'est que dans chaque organisation, chaque fois qu'on crée notamment des structures et notamment des syndicats au sein, c'est à mon sens, ce sont des générateurs de coûts. Voilà, donc c'est uniquement mon avis, bien évidemment. Moi, j'ai bien évidemment rien contre le Sud-Tonga. C'est les remarques, parce que je me suis quand même intéressé à ce dossier, je n'avais pas tout compris. Et là, voilà, j'en tire trois analyses que vous pouvez prendre en compte ou pas. Voilà. Des questions, des positions? Moi, je voudrais simplement dire deux choses par rapport à ce que vient de dire Jacques. Je pense que sur le sujet de la gouvernance, je crois qu'il y a peut-être effectivement, il y a une minorité de
parlé au président de la communauté commune du Pays des Quintes, ça peut se résoudre de manière négociée avant, par l'intermédiaire, par exemple, d'un veto qui pourrait être accordé à la communauté commune sur certaines décisions qui sont à redouter, mais c'est des choses qui sont à construire en amont. Et puis je pense que sur un plan philosophique, il faut se poser aussi la question de quelle échelle, quelle compétence. Et ça, à mon avis, c'est fondamental. Alors, j'entends bien la question économique, qui est certes importante, mais est-ce qu'on sera efficace sur ce sujet-là à l'échelle de notre seule communauté de communes, en sachant quand même qu'il y a quand même une perméabilité des gens sur les deux territoires. Donc, moi, à titre personnel, je ne changerai pas d'avis sur le fait qu'il faut qu'on reste sur le plan. Avec les questions, tu as abordé Oui, après le fait de reprendre chacun la compétence, ça n'empêche pas éventuellement de travailler ensemble et d'avoir des groupements de commandes. Alors, moi, redire ce que j'ai dit, puisque je suis pour les dissolutions, non, ça n'empêche pas, la première c'est qu'on a délibéré, qu'on a un groupement, et que ça fonctionne comme ça. Notre avantage, c'est qu'on pourra, par rapport à ce qu'on dépense aujourd'hui au syndicat, c'est pouvoir récupérer aussi du personnel dont on a besoin, qui est mutualisé dans le service déchets sur d'autres tâches et la ratifier. Donc je pense qu'effectivement, il y a une période de transition, on peut rêver, l'efficacité ne sera pas automatique entre un moment où on arrête et au moment où on reprend. Et ça, c'est toute transition en fait. Mais je pense qu'on pourra en interne faire aussi bien, voire mieux, et continuer à collaborer. Et peut-être, et si on l'échelle, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, si on l'achève, c'est qu'on va collaborer aussi avec le gouvernement sur un certain nombre de choses en dehors d'un syndicat. On fréquente la collaboration de l'existant. On peut peut-être aussi collaborer sur ces questions-là, notamment sur l'utilisation du transport, la régie, etc., avec le gouvernement. Je pense pas. Mais ça reste un peu. Allez, c'est d'autres. Oui, puisque aujourd'hui nous avons l'opportunité d'avoir David avec nous, est-ce qu'on pourrait avoir un point de vue technique? Non. Non, je dis non, mais je dis oui. Oui, David peut vous donner son sentiment, mais ça va être difficile pour lui de donner un avis. En tout cas, c'est voilà. Déjà fait C'est l'expliquer. Est-ce que David te sens mal à l'aise sur le sujet, tu peux nous apporter ton éclairage? C'est plus utile comme question. Juste éclairer. Voilà. Dans le scénario de la prise totale de compétences traitement, effectivement, ce scénario est possible. Il était écrit dans le scénario qu'on aurait pu aussi avoir le propre personnel au Citoria pour simplifier les choses au niveau des conventions de mutualisation, etc. Parce que parfois ça rend un peu nébuleux effectivement la compréhension du fonctionnement. Des avantages de mutualisation, il y en a, mais effectivement, en faisant des groupements, on peut en faire aussi. Il s'avère que l'histoire du Smitanga fait qu'il y a eu aussi des emplois qui ont été créés parce qu'ils étaient financés et au final, ils n'ont pas été toujours arrêtés, c'est-à-dire qu'on a créé aussi le besoin. Donc peut-être qu'il y avait moyen aussi de diminuer certaines charges de personnel si on veut rester dans la compétence de traitement total. Après, en ce qui concerne la dissolution, on sera obligé quand même d'avoir au moins une convention de mutualisation pour donc le traitement des ordures ménagères, c'est-à-dire le pied transfert, le fonctionnement du pied transfert, puisque le pied transfert restera de toute façon en fonctionnement pour les deux collectivités. On sera obligé d'avoir une convention de mutualisation, notamment pour le personnel qui s'occupe quotidiennement du pied transfert. J'ai une question qui n'a rien à voir avec à un moment, parce que j'ai plus du coup suivi le dossier, le mentionné, il était question que le gouvernement utilise ceux qui transfèrent. Ils l'ont utilisé un temps, c'est ça? Ils l'ont utilisé avant la fosse, avant qu'ils créent sur la valeur. Et après, ils en voient un à eux maintenant. Du bilan, c'est ça. Oui, enfin, c'est une question là. Allez, Alice, Martha, peut-être. Moi, je pense qu'on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé là-dessus, donc je vais être très court.
Juste deux choses. Là, la synthèse de David, et je lui ai dit au téléphone, mais voilà, on peut dire beaucoup de choses sur des chiffres, et je ne suis pas là pour remettre en question le travail qui est fait, pas fait. Après, on parle quand même de sujets très techniques et très précis, où je pense que tant qu'on n'est pas vraiment dedans, c'est assez compliqué d'appréhender la totalité. Et évidemment, sur la prévention des déchets, on peut avoir beaucoup de politiques différentes. On peut quasiment rien faire et tout collecter, mais et on peut faire beaucoup de choses. Et évidemment, ça engendre des coûts, mais normalement, ça diminue le volume et du moins, ça facilite le tri. Enfin, voilà. Les enjeux sur les déchets, vous le savez, ils sont colossaux. Le Bénon, il n'a pas non plus une métier de fou. De toute façon, son tonnage autorisé baisse d'année en année, et quoi qu'il en soit, il y a des obligations aussi réglementaires sur tout ce qui est diminution et tout ça. En plus de ça, la TGAP plus grande et tout ça. C'est pour ça, juste pour remettre dans l'ordre, là on parle, je crois, sur la synthèse, et j'ai quelques nuances à apporter là-dessus, mais je ne vais pas rentrer dedans. On parle de 30 000 € sur un budget qui est d'1,8 million sur les écrans, voilà, sur les OLED. Je donne juste une notion d'échec. Du coup, après, tout le conseil, on a fait plein de lignes, mais sur les trucs qui ont concerné les déchets, on a déjà vu, on a mutualisé avec le GSPA, donc pour moi, on peut faire un peu travail avec eux. La réflexion de Michel, qui est tout à fait pertinente sur la mutualisation du transport, je pense que plus on sera seul, plus ça sera compliqué de résoudre des problématiques comme ça. Et je ne suis pas convaincu que d'aller s'isoler, ça nous facilitera la vie pour avoir le même appui sur tout ce qui est subventions, je me permets de le dire comme ça, après chacun le jugera, mais de crédibilité. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce qu'il y a envoyé en faisant une solution d'un syndicat qui a très bonne presse au niveau des financeurs soit le meilleur message à passer sur un sujet aussi avec autant d'enjeux. Voilà. Et je limiterai ça à ça, et après, je finirai juste ça pour ça. Pour ceux qui me connaissent, je suis élu depuis un petit peu, et à chaque fois que j'ai défendu la communauté de communes, ça n'a jamais été pour lui faire payer plus ou de choses. C'est pas mon objectif, on est pas représentant de la Comcom, donc c'est bon. Ok. Alice. C'est sûr que les groupements de commandes pour les marchés, on peut toujours les faire sans syndicat, c'est pas ce qui est compliqué. Mais par contre, tout le travail de prévention, d'économie circulaire et de compostage, le faire si on n'a pas de syndicat avec les autres Comcom, ce sera beaucoup plus compliqué, on sera beaucoup moins pertinent et efficace. Et c'est vraiment ce rôle-là que joue le suivi Tanga, et c'est là-dessus qu'on est fort. Si on est une Comcom, deux Comcom, on est plus vraiment sur le compostage. Je vous rappelle que l'obligation est en janvier 2024, c'est parce qu'il y a Suivi Tanga et qu'on a pu être plus fort, et on a mis les moyens, et on a aussi eu des subventions qui sont aussi encore en cours. Enfin, il y a d'énormes enjeux sur les déchets, et se mettre ce travail en plus et se mettre une barrière en plus en fermant Suivi Tanga, je pense que c'est vraiment pas la chose à faire aujourd'hui. C'est l'autre Serge. Je ne sais pas si c'est. Le chat cherche un peu quand même. Donc, comme j'avais dit, je l'ai présenté en commission d'élus pour voir un peu le ressenti du conseil. Vous comprenez bien que Martin n'est pas pour la dissolution, moi je suis pour la dissolution. Il s'avère que c'est vrai que les élus, le conseil serait aussi quand même pour peut-être que ça se maintienne avec plusieurs plus forts. Mais la problématique de la représentation du bureau est pour moi oui, c'est aujourd'hui, et concrètement aujourd'hui, on est 4, ils sont 6. Oui, et est-ce que demain, si on demande 50-50, je ne pense pas qu'ils seront d'accord. Sur les questions structurelles qui vont de l'existence de la dissolution, je pense qu'il y a des négociations à avoir avec eux sur une équité de représentation. En fait, c'est peut-être des discussions qui sont telles. Ils seront aussi d'accord pour me faire payer un petit peu plus. Que les ratios soient. Et de toute façon, un syndicat, c'est quand même pas net, puisque ce sont les administrateurs des syndicats qui décident. Oui, c'est le début de la Comcom.
Après, si tu n'as pas confiance à tes Oui, non, mais C'est ce que je voulais juste rajouter, c'est là où vous parlez d'un problème, je vais juste dire, ça fait 2 mandats que j'y suis dessus, ça ne s'est pas présenté ce problème-là. oui, Je préfère le dire, ça peut arriver, je ne dis pas le contraire, hein. Mais très clairement, ça ne s'est pas présenté. Vous marquez aujourd'hui une représentation qui est faite avec les élus, 2026, il y a d'autres élus, etc. Et puis c'est bien qu'aujourd'hui, qui n'est pas maître de toute façon, quand tu as un syndicat aujourd'hui, la contrôle aujourd'hui, c'est elle qui paye, et c'est le syndicat qui décide. C'est comme ça, c'est la triste réalité. S'il y a quelque chose communautaire sur ce chantier-là et que tu es seul contre et que tout le monde est pour, Ah mais moi, non, mais attends, Martin, là j'ai simplement exprimé une analyse, etc. Je ne connaissais pas le Smitonga, donc quand on a discuté en pré-conseil, j'ai dit je m'abstiens, je ne peux pas prendre une position sur quelque chose que je ne connais pas. Là, après étude, notamment pour le fait de 10 et 6 et 4, me pose problème dans la décision. Parce que n'importe quoi, demain ils prendront une décision, ils diront demain on va prendre un chargé de mission, etc. On va doubler le poste de directeur. Tu auras beau dire moi je veux pas, ils s'en fichent, le pays des écrins est 4. Non mais c'est quand même un élément. Et tu faut tenir compte après. Et ça vient de quoi ça? C'est parce qu'ils ont beaucoup plus de sources de quantité? Non, c'est qu'en fait, initialement, le Smitonga, c'était 10, 3 et 8 des crapes. Donc il y avait 4, pardon, 8, 4 et 4. Et quand Kera, dans le 10, 3, fini, etc., on a rajouté 2 pour 4. On ne sait pas voir quoi. Non, il faut juste expliquer 2 choses. En termes de population, c'est à peu près cohérent. De toute façon, vous savez, même sur la Comcom, la représentativité, il y a la population, je pense ça à personne. Le Smitonga, il y a plus d'élus sur Diaspora. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont plus d'habitants aussi. Je crois que de l'ordre de grandeur, 8300. voilà, j'allais dire 9000 en pop DGFFA, non, en population recensement. Et nous, on est à peu près 7000, je crois, du moins. Et par contre, c'est la même chose en termes de tonnage. Nous, on est à 2004, là, je crois qu'on vient de le voter, et eux, ils sont à plus de 3000, il y a à peu près 1000 tonnes de plus pour à la louche. Voilà. Donc, c'est ce qui a justifié ça, c'est tout. C'est juste au bureau, quand même, qui fait toutes les réunions techniques, qui décide de présenter les délibérations. Il y a 3 présidents et vice-présidents, et on est 2 des écrins, et un seul du Diaspora. Ok. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore dire un mot? Parce que moi, On a essayé de réfléchir avec Gilles, on est arrivé à la même analyse que Jacques, c'est-à-dire qu'il y a le risque, effectivement, qu'on soit manipulé, qu'ils nous imposent ce qu'ils ont envie. Et ça, alors qu'en réalité, avec l'indépendance, on peut toujours discuter, effectivement, faire des choses en commun, mais en étant maître de ce qu'on a envie. Ok. Est-ce que tout le monde se sent de prendre une position ce soir? Il faut, mais voilà. Ok. Comment voulez-vous qu'on fasse? Je fais un levé ou on fait un tour de table? Allez. Alors, on fait la levée? Alors, qui serait pour le maintien du Smitonga? Ton petit, tu es 2 alors, Alain, tu es seul ou tu es 2? 2. 1, 2. Tu es seul ou tu es 2? 3. Tu es 2. 3, 4, 5. Pardon, je suis pas très fort en foot. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2. Je connais pas la vie de mon mère. Donc on est 26. Je pense que oui. Mais t'as raison. En pré-conseil, il était plutôt pour, mais il est pas là. 13 et 13, quoi, c'est bien. De toute façon, le 13, s'il n'y a pas la vie de Martin, c'est 13 et 12, donc c'est bien ça. Ok. On est bien quand même, il y a des raisons. 13 et 13 sur 25, c'est vrai qu'il faut. Non, ça fait 13 et 11 plus Marcel, on sait pas. Non, dans les 13, on a compté Marcel. Non, Non, non.
Bon, On commence. La voix du président n'est pas prioritaire, n'est pas mais non, prioritaire. mais président. Ok. Mais non, on ne connaît pas la voix de Marseille. Eh oui, on ne connaît pas la voix de Marseille. Qui n'est pas bon. Steve, il n'est pas rempli, donc là encore. Il n'est pas Alors, on peut commencer. C'est chez les gens. Donc, ça fait deux voix. Oui. Alors, par contre, moi j'aimerais bien quand même qu'on renégocie la représentativité. Voilà, je suis pour, mais pour le maintien, mais avec une représentativité. Non, pas trois. Non, stop. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui. Et tu vois, C'est bon, le même 13 sur 25, c'est bien la journée. Ok, allez, est-ce qu'il y avait d'autres sujets avant que je jette sur le buffet que Serge nous a préparé? Après, on peut se parler pendant le buffet. Le chat, il y a quelque chose qui est dit. Il y a le chat, le petit chat. Le chat, il cherche un peu la... Allez. Et bien, on se parle.